Eh bien, c'est tout ce qui concerne les dates des Amis de la Liberté. La prochaine, le mardi 4 octobre, au court-circuit café Atelier Philo, le sujet, ce sera les mots pour parler des luttes sociales. Court-circuit café, 18h30. Ensuite, jeudi 6, 2 jours après, à Saint-Jean-d'Angély, bâtiment de l'IAE, Institut d'administration des entreprises, séminaire Marx qui reprend. L'année dernière, nous étions à Carlonne. À partir de cette année, nous sommes à Saint-Jean-d'Angély. Et le premier thème de la première séance, c'est la marchandise et la valeur par Jean Roblin. Si vous avez l'intention de venir, merci de nous le dire par un petit mail à amisdelaliberté@free.fr. Merci d'avance. Jeudi 13 octobre, ici, à 18h30, le Front populaire, par Jean Domenichino, qui est un maître de conférence de Marseille. Samedi 15 octobre, de 8h30 à 15h30, au Clage, 26 rue Scudéry. Là, c'est le colloque « Qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui ?» Si vous voulez y participer, même chose. Merci de nous le dire à amisdelaliberté@free.fr. Et si vous voulez réserver votre repas, merci de nous envoyer un chèque au siège de l'association de Place Saint-Roch, 18 €. Et enfin, jeudi 27, ici toujours, repenser la richesse et le développement avec de nouveaux indicateurs. Et là, c'est une conférence de Ali Doué, qui est un économiste atterré et qui va nous entretenir de ce beau sujet. Je passe maintenant évidemment au sujet que j'ai déjà évoqué la fois dernière, le 15 novembre, avec le procureur Montgolfier, sujet qui nous tracasse évidemment, c'est cette nouvelle demande de la ville de Nice que nous prévoyions un agent de sécurité à l'entrée de l'amphithéâtre pour le contrôle des sacs. Et ça, pour nous, cela crée un contexte nouveau, évidemment. Pour vous aussi, d'ailleurs, je suis bien persuadé que le fait qu'on vous demande d'ouvrir vos sacs, ça ne vous plaît pas. Et au minimum, ça vous surprend. Et nous, même chose. Cette contrainte nouvelle, il faut savoir qu'elle pèse d'autant plus sur notre association, les Amis de la Liberté, que, vous le savez bien, que nous avons un niveau d'activité assez élevé, puisque nous organisons une quinzaine de conférences dans l'année, plus le reste. Les ateliers philo, le séminaire Marx, l'atelier féminisme, etc. Et donc, c'est important, et nous faisons ça, sachez-le aussi, il faut que nul ne l'ignore, nous faisons tout ça sans subvention, ni de la ville de Nice, ni de la région. Mais, je veux le dire avec force, nous sommes déterminés à maintenir notre cap. Nous sommes déterminés à maintenir notre cap. Nous ne pourrons pas le faire sans vous. C'est le nouveau contexte, c'est bien ça le nouveau contexte. Nous ne pourrons pas le faire sans vous. Et comme la fois dernière, comme le 15 septembre, nous sommes donc dorénavant amenés à vous proposer, à faire appel à votre générosité à la sortie des conférences. Et il faut que vous sachiez que
pour nous, c'est devenu absolument indispensable et incontournable. C'est la condition sine qua non pour que notre niveau d'activité se maintienne. Voilà, donnez ce que vous pouvez, mais donnez. Et puis aussi, cela va de soi, adhérer. Je fais appel aussi à votre adhésion. Nous sommes sûrs, je ne dis pas je, mais nous sommes sûrs à l'association que nous pouvons compter sur vous et nous vous remercions d'avance pour cet acte de résistance collectif. Bravo. Alors, Nicolas Lebourg, pour un sujet qui est les extrêmes droites. Nicolas Lebourg, il est historien, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Europe latine, c'est-à-dire le CEPEL, à l'Université de Montpellier. Et il est membre de l'Observatoire des radicalités politiques, ORAP, O-R-A-P, de la Fondation Jean Jaurès. Et il a commis cet été, en juillet ou en août, me semble-t-il, fin août, il a publié il a publié une lettre aux Français qui croit que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout, aux éditions L'Échappée. Voilà. Cher Nicolas, je vous cède la parole, vous avez un micro. Oui, je reste debout pour l'instant, puis je m'asserai quand je serai fatigué. Bonsoir à tous et à toutes, mille merci. Alors, je ne vais pas préparer à l'Agus, j'aime bien m'adapter. J'entendais ce que vous disiez, différentes choses qui sont intéressantes sur les associations et sur les mots. Je vais commencer par là, avant de développer mon propos. Sur les associations, il y a quelques années, Emmanuel Négrier, qui est un autre politiste de Montpellier, avait fait une étude sur les territoires, le maillage des territoires. Il prenait deux éléments, la fonction publique territoriale et les associations de loi 1901, pour savoir comment une population était maillée. Il arrivait au fait qu'il y avait une ville qui était complètement en déperdition, et d'après ses calculs, tout cela était corrélé au vote Front National, c'était ce qu'il montrait, et il faisait ce qu'on ne doit jamais faire quand on fait des sciences humaines et sociales, mais le camarade en avait envie, il faisait un pari sur si une ville qui correspond à tout ça, qui n'a pas l'association de loi 1901, qui n'est pas bien maillée par la fonction publique, doit tomber, c'est la ville de Béziers. On était en 2011, et donc vous voyez effectivement l'existence de tissus associatifs, ça contribue à la vie des territoires, et ça contribue au fait que le fameux vivre ensemble, moi je ne supporte plus cette expression comme la plupart des gens, tellement c'est un mot creux, un mot valise, mais qu'effectivement les individus soient connectés, et on le verra dans la sociologie électorale, qu'effectivement ça compte. Alors je vous dis, on verra en faisant de la sociologie électorale, moi effectivement je suis historien de formation, je fais de nombreux livres d'histoire, je participe à un programme de recherche historique assez important. J'ai cette particularité parmi mes petits camarades qui est que je suis à la fois historien et politiste. Je fais des études sur le vote en temps réel et à côté de ça, je me passionne entre autres pour l'extrême droite des années 40 aux années 70 qui font ma joie et mon quotidien essentiel. Parce que je crois tout simplement qu'on ne peut pas faire une bonne histoire sans se passionner pour la sociologie et la science politique, et qu'on ne peut pas faire une bonne sociologie électorale si on ne comprend pas les dynamiques structurelles longues. J'entendais que votre prochaine séance, si je ne m'abuse, avant de rentrer, était sur les mots pour les luttes sociales. Ben, je vais partir de ça, je vais partir des mots. En plus, vous savez bien, à chaque électoral, on doit supporter les éternels débats. Doit-on appeler le Front National un parti d'extrême droite, etc., etc. Alors, ce mot extrême droite, il naît à une période précise et c'est intéressant. Tout d'abord, je vous rappelle, nationalisme. Nationalisme, ça naît en 1793, ce terme. Le mot de nation apparaît en même temps que le mot frontière au XIIIe siècle, dans des sens assez différents de ce qu'on entend aujourd'hui. Ça évolue lentement. On va avoir nationalisme en 1793. Qui l'utilise? Ce sont les contre-révolutionnaires pour dénoncer les jacobins, les révolutionnaires, pour dire les nationalistes ont détruit le vieux royaume de France avec ses solidarités, avec ses corporations, avec ses provinces. C'est au départ pour fustiger ce qui serait plutôt la gauche de la part de gens qui croient que le complot maçonnique est responsable de la Révolution française et qui donc pourraient plutôt nous apparaître comme des ancêtres de l'extrême droite. Alors,
avançons un petit peu dans le temps, on va avoir dans les années, on raconte toujours, vous savez, la révolution, effectivement, dans l'Assemblée, c'est là que naissent les mots gauche-droite, c'est pas vrai ça. Ça c'est l'histoire comme on la raconte pour rigoler, quoi. Les gens, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ne s'auto-qualifient pas eux-mêmes de gauche et droite. Les gens qui sont dans des clubs parlementaires qui soucient de ce genre de choses. Mais dans la vie quotidienne, un Français de 1862, vous allez voir, vous lui dites vous êtes de gauche ou de droite, il vous regarde les yeux ronds, il ne sait pas de quoi vous parlez. Il y a juste quelques occurrences intérieures. Si je reste donc sur cette perche qui m'était lancée des mots, une des premières occurrences, moi la première que j'ai trouvée, peut-être qu'il y a un autre libelle, c'est pas évident de fouiller tous les libelles et tous les opuscules du 19e siècle, le premier que j'ai trouvé, pour mon humble part, il est des années 1820. Et la première fois où on voit ce terme d'extrême droite, à ma connaissance, c'est pour définir un caractère. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Et nous explique le texte, l'homme d'extrême droite est un homme en colère parce qu'il estime que les institutions sont décadentes, qu'elles amènent le pays à la révolution, et que donc il faut balayer les dirigeants pour remettre un régime fort. C'est pas forcément la définition la plus sotte que l'on puisse trouver. L'idée d'une colère contre des institutions à balayer, de mettre un grand coup de désordre pour remettre un coup d'ordre. Moi j'avais eu l'occasion de citer cette définition à Jean-Marie Le Pen, il m'a dit qu'il trouvait ça pas si mal que ça, comme manière de dire les choses, qu'effectivement ça correspondait assez à l'idée qu'il se faisait. Néanmoins, ce terme reste encore rare. Mais le 19e siècle, il se passe plein de choses fabuleuses. Le 19e siècle, c'est à la fois le siècle des États-nations et c'est le siècle de la globalisation en même temps. C'est la première très grande phase de globalisation. Et résultat, notre vocabulaire, pour rester là-dessus, sur cette entrée-là, comme ça vous ferez la jonction la prochaine fois avec les deux, ça sera sans doute intéressant, je le disais, on a plein de mots qui apparaissent. Alors, il y a nationalité dans le droit pour la première fois en 1825, on avait très bien vécu jusque-là. On va avoir, quel autre intéressant, ethnie en 1893, jusque-là on vivait sans le mot ethnie. On va avoir xénophobie en 1901. Immigration, 1876, parce qu'on est, là c'est un mot des années 1820, dans la société industrielle, on a une explosion de l'immigration qui se fait tout le long du 19e siècle, hein, effectivement, et face à ce phénomène tout à fait nouveau, parce que parfois à gauche, on tend à raconter des histoires, hein, il y a des récits, des contre-récits. On tend parfois à gauche, il y a l'immigration, c'est un phénomène de tout temps, ceci c'est un phénomène de tout temps, non, c'est pas vrai. Il y a une particularité de la globalisation à partir du 19e siècle. Donc le mot immigration de 1876. Il est suivi juste après par un mot qui nous vient d'Allemagne, qui est antisémitisme, qui est un mot également, là aussi on dit souvent l'antisémitisme immémoriel, etc. Non, c'est d'autres formes d'antijudaïsme, c'est dans les années 1870 qu'on a quelque chose. Et si xénophobie et si antisémitisme paraissent là, c'est dans un contexte très spécifique de tension entre la France et l'Allemagne. J'ai retrouvé la première recension en France du premier bouquin qui paraît en Allemagne, qui a un succès fou sur l'antisémitisme. Il y a une recension qui est faite par un journal français qui dit un livre qui a un succès fou en Allemagne, qu'est-ce que c'est que ça? On va vous expliquer. Et ce que vous explique le journaliste, c'est que c'est quelque chose de complètement incohérent, de totalement fantasque, une idée qui montre le caractère barbare des Allemands et que ça n'aura jamais aucun succès en France. Donc vous voyez bien, tous ces produits politiques-là, ils commencent à se cristalliser dans cette période à la fois de globalisation, de création d'empires coloniaux. Ça compte tout à fait dans ces questions-là, parce que ça demande de joindre un certain nombre de choses au niveau juridique, je passe là-dessus, mais c'est pas inintéressant. Le mot islamophobie date de 1910, c'est pas pour rien, il se fait dans le moule de xénophobie, et on est dans un contexte où si vous voulez devenir pleinement citoyen quand vous êtes un Algérien, vous devez vous faire apostat. Hein, ce qui fait qu'il y en a évidemment très très peu, résultats qui veulent le faire, parce qu'ils ne vont pas se faire apostat pour faire plaisir aux colons. Donc on est dans ce contexte tout à fait particulier. Et c'est là que naît le premier grand courant de l'extrême droite, tel que vous, moi, quand on discute, on l'entend. Ce premier grand courant, ça va être dans les années 1880, ce qu'on appelle le national-populisme. Alors il y a plusieurs idées là-dedans. Il y a l'idée de la revanche, d'abord, évidemment. La revanche contre l'Allemagne, ça c'est le contexte essentiel, c'est ce qui permet la cristallisation des choses. Mais il y a, alors en quelques thèmes, le national-populisme, c'est l'idée que face aux élites corrompues, il y a un peuple naturellement sain qui représente la nation. Dire que le peuple représente la nation,